Mesdames, Messieurs, honorables membres du jury, c'est une première pour moi que de participer à ce genre d'événement et je dois l'avouer, c'est un exercice qui a le mérite d'être à la fois complexe, stressant, stimulant et excitant. Tant il est vrai que les règles du jeu sont ainsi disposées qu'une fois que vous décidez de participer à ce concours, bien évidemment pour le plaisir de célébrer cette messe en communion avec vos camarades étudiants et une partie du corps professoral, et sûrement pas pour cette vive ambition qui est de décrocher le stage promis au vainqueur qui, je l'espère, sera moi. Enfin bref, une fois que vous décidez de participer à ce concours, vous vous soumettez au sort, et qu'il vous soit favorable ou défavorable, il vous impose un sujet. Et à partir de là, une réaction parmi tant d'autres peut être la vôtre. Elle se traduit par le fait que vous recevez le sujet. Vous en comprenez les contours. Vous sentez l'odeur, c'est-à-dire que vous devinez qu'il y a quelque chose à dire, quelque chose à faire. Seulement, vous ne savez pas par où commencer. Vous ne savez pas comment rentrer dans les méandres du sujet parce que vous n'avez pas les lectures, vous n'avez pas la culture, vous n'avez pas les références, vous n'avez pas le vécu. Et je dois vous avouer que ce fut tout à fait mon cas lorsque, très excité, la semaine dernière, j'ai déplié ce petit papier sur lequel était inscrit l'intitulé de mon sujet « Boire la pression permet-il de ne pas la subir ?» Malgré mon manque d'expérience, j'ai quand même saisi qu'il fallait là parler de débauche, d'alcool, de bière, brune, blonde, rousse, à pression, en dépression, que sais-je encore. Mais le problème, c'est que je n'y connais rien à l'alcool. Disons que je ne pratique pas ce sport. Non pas pour des raisons qui tiennent à une pratique religieuse en particulier, non. De vous à moi, c'est simplement parce que la seule fois où je me suis livré à ce type d'expérience pour le moins déroutante, je ne saurais vous dire ni comment, ni pourquoi. Le lendemain matin, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôtel avec Christine Barjot. Enfin bref. Et croyez-le ou non, c'est depuis cette matinée durant laquelle la grâce était partout, sauf dans cette chambre d'hôtel, que j'ai décidé que jamais plus je ne toucherai une seule goutte d'alcool. Mais, mesdames et messieurs, aussi dévastateur pour ma santé mentale qu'ait pu être cet événement, ce n'est en vérité pas le seul motif qui justifie le fait que l'alcool et moi sommes désormais deux ennemis irréconciliables. Je déteste l'alcool de toutes les fibres de mon corps. Mais je le vois, je le devine dans vos regards lubriques qui me disent et me parlent, tout n'est qu'une question de mesure. Je n'en disconviendrai pas. En effet, rien ne heurte ma sensibilité dans le fait de penser l'alcool, le vin par exemple, comme un art, de le compter parmi ces choses qui participent à notre art de vivre, qui font tant frémir nos sens. D'ailleurs, la France n'est-elle pas la référence mondiale en matière de vin? Elle, la France qui peut se vanter de ses grands crus, de ces bons vins rouges si chers à notre patrimoine culturel. De même que j'entends lorsqu'on me dit que l'alcool est une boisson qui fédère les hommes. Les religions qui nous entourent ou qui sont les nôtres ne sont pas contre moi. N'est-ce pas les catholiques qui, chaque dimanche, partout dans le monde, se rejoignent à la messe pour partager le vin qui est censé symboliser le sang du Christ versé pour l'humanité et pour toute la multitude? Tout cela, je le comprends, je le conçois aisément. Mais le désastre intervient à partir du moment où l'alcool n'est plus cette liqueur dont nous nous délectons avec poésie et élégance, mais qu'il devient ce vulgaire instrument au moyen duquel les êtres ont l'ignorance, pour ne pas dire la bêtise, de penser qu'ils peuvent s'échapper d'eux-mêmes, fuir les réalités qui les entourent et ainsi ne pas subir la pression que leur impose la vie. Citoyens, citoyennes, prêtez-moi l'oreille, car je vous le dis en vérité, aussi longtemps que vous serez vivants, aussi longtemps que vous serez humains, l'alcool et l'ivresse ne sera jamais, je dis bien jamais pour vous, la clé qui vous ouvrira les portes vers un monde dans lequel vous ne vivrez sous aucune pression. C'est là un mensonge fallacieux qui s'est répandu à travers les siècles comme de larges flots et attendu que les effets de ce mensonge ont trop souvent causé des effets désastreux et irréversibles, il doit être aujourd'hui considéré comme un crime abominable. Et comme pour tout crime, il nous faut des responsables, des coupables. Aujourd'hui, j'accuse cette société ultra-capitaliste, ultra-productiviste, composée de grands industriels de produits alcooliques prêts à tout, même aux pires ignominies, pour toujours plus de chiffres d'affaires, pour toujours plus de profits. Ces gens-là vont jusqu'à se servir de vos angoisses, provoquées par cette sensation de vide que vous impose l'infinité de l'univers, et même de vos chagrins, et de vos chagrins et de vos douleurs qui sont les vôtres et dont vous avez l'impression que le reste de l'humanité en reste indifférent. Ils se servent de tous ces sentiments poisseux en vous pour vous vendre leur poison.
la piste du diable, comme dirait un rappeur émergent. Je suis prêt à vous le dire, droit comme un i, les yeux dans les yeux. Ces trafiquants d'alcool ne sont pas plus respectables que les plus grands barons de la drogue qui sévissent dans nos quartiers. Eux, les trafiquants d'alcool, inondent nos maisons, les âmes de nos pères, de nos mères, de nos sœurs, de leurs liquides nocifs, et le tout avec la protection et le soutien indéfectible du droit. Ce même droit qui pourtant, en France en tout cas, prohibe la production et la commercialisation de cannabis. Hypocrite! Hier encore, j'ai consulté le document du Scientific Report, publié en 2014, qui démontre clairement que l'alcool est une drogue 114 fois plus meurtrière, plus dangereuse que le cannabis. Oui, une drogue. Et comme il s'y a toutes les drogues, elles ont cette caractéristique de provoquer chez son consommateur une addiction, une dépendance physique et psychique. C'est intéressant. Cela voudrait donc dire que lorsque vous buvez en pensant faire redescendre la pression, ce n'est en vérité pas un choix. Mais parce que vous buvez, parce que l'alcool, vous en êtes dépendant, cela veut dire que cela veut donc dire que vous vous sentez contraint physiquement et psychologiquement de le faire. C'est donc l'alcool qui vous met la pression. Et par conséquent, c'est le grand capital qui fait pression sur le consommateur, l'offre qui fait pression sur la demande. Tout cela m'a permis d'arriver à quelques déductions. La première, c'est celle qui consiste à dire que j'ai bien raison quand je dis que ce sont des trafiquants de drogue. La deuxième, nous sommes leurs junkies, nous sommes leurs Yankees. Et la troisième déduction serait de dire que on tenterait de nous faire croire ici qu'il est possible de supprimer un type de pression, d'évacuer un type de pression par la consommation d'un autre type de pression. Mais c'est aberrant. Il serait incongru de considérer que boire la pression permet de ne pas la subir. De même, j'accuse nos médias qui, à la suite des attentats de ce fameux 13 novembre 2015, ont réduit la grandeur de la France à la liberté de boire des pots en terrasse. Et pour vous montrer que je ne suis pas dans le slogan, j'ai avec moi la une que titrait l'Express le 12 décembre 2015, c'est-à-dire peu de temps après ces attentats dévastateurs. Voici ce que disait l'Express. « J'irai à la bonne bière pour prouver ma chance, mon espoir et ma liberté. » Foutaise! Depuis quand notre liberté se résume-t-elle vulgairement à boire des bières? Êtes-vous sûr, en titrant cela, que vous faites honneur à vos ancêtres qui si souvent ont versé leur sang de martyr afin que jamais le vôtre ne coulât? Et puis, c'est à la portée de tout le monde de pouvoir boire des bières. Ce n'est pas un acte de liberté. J'ai plein d'exemples pour vous illustrer cela, mais prenons-en un. Entre 1933 et 1945, l'Allemagne vivait sous le Troisième Reich. Et c'est bien connu, les Allemands à cette époque étaient de grands consommateurs de bière. Mais pour autant, quelqu'un dans cette salle aurait-il l'audace de se lever et de me dire avec véhémence que les Allemands ne vivaient pas sous le régime nazi, c'est-à-dire un régime dictatorial, autoritaire qui niait toute forme de liberté et de droits fondamentaux? Personne ne le ferait. Prenons même un exemple plus contemporain. Allez en Afrique subsaharienne. Baladez-vous dans n'importe quel pays. Vous verrez des hommes et des femmes consommer des caisses entières de bière. Mais pour autant, ces gens-là sont-ils libres quand ils n'ont pas la possibilité de critiquer ouvertement et publiquement les politiques odieuses que mène leur gouvernement? Vous voyez donc que, encore une fois, boire ne permet pas de ne pas subir la pression. À mon sens, à la suite des attentats de ce 13 novembre 2015, il eût été plus urgent d'insister sur l'idée que l'expression de la liberté se manifeste d'abord par la liberté d'expression. Mais au lieu de cela, nos médias ont participé à ériger la Heineken en symbole de l'insoumission, là où moi je ne vois que les signes symptomatiques d'une société
qui s'abrutit et qui s'aliène dans ses petits conforts dérisoires, ce qui la rend trop faible, trop molle pour résister à la pression de ceux qui nous menacent, ceux-là même qui sont aux portes de nos cités, que dis-je, ceux-là même qui sont au cœur de nos cités. Et à ceux, oui, à ceux qui seraient encore en proie au doute et à leur turpitude et qui se demanderaient s'il faille mieux boire que ne pas subir s'il faille mieux boire que subir la pression, je vous répondrai assurément que la boire, c'est déjà une façon de la subir sous des formes plus insidieuses. Et la subir ne vous empêchera pas de la boire. Je vous invite aujourd'hui à l'affronter, à lui faire face. Autrement dit, je vous invite à ne pas capituler devant l'ennemi en subissant. Je vous invite à ne pas vous résigner en buvant. Parce que affronter, c'est un acte de volonté, ce n'est pas un acte d'espoir. Parce que l'espoir ne peut pas être une condition pour l'homme. C'est Sénèque qui nous disait: lorsque tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. Avez-vous déjà vu un père ou une mère de famille sauver l'avenir de ses enfants, de son foyer, en buvant des litres et des litres de vodka? Avez-vous déjà vu un peuple se soulever contre ses tyrans en se perdant en beuverie? De même, avez-vous déjà vu quelqu'un retrouver... C'est fini. Ah oui, d'accord. 11 minutes. 11 minutes? Je vais dépasser. D'accord, bah, Désolé, c'est pas grave. Maintenant, 15 minutes de pause.